Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Pour éviter toute difficulté, les chercheurs français qui ont touché le sol britannique ont été invités à ne pas rejoindre les gaullistes. Les intéressés racontent eux-mêmes ce fait. Les Anglais nous ont demandé de ne pas nous engager chez De Gaulle pour éviter des complications administratives. Les physiciens français n'étaient ni gaullistes ni vichistes. Mais du coup, à quel camp appartenaient-ils ? Dans l'isolement que les circonstances de la guerre ont engendré, Alban et Kowarski ont livré secrets et brevets à nos alliés anglais. Et les Anglais ont demandé aux chercheurs français de passer contrat en leur nom propre avec l'État britannique et de négocier eux-mêmes les clauses de cession. Voilà pourquoi je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Les deux physiciens n'ont pas tenu compte de l'État français lors de cette cession. Les Britanniques ont obtenu pendant plus de 2 ans que ni Alban ni Kowarski ne s'engagent dans les forces françaises libres. La malchance de notre pays, de cette France, c'est donc de perdre en tant qu'État ses prérogatives. Son équipe est démantelée, ses moyens dispersés, ses dirigeants évidemment divisés, elle passe la main aux autres nations industrielles. Du coup, il sera facile pour le Royaume-Uni et plus tard pour les États-Unis de feindre littéralement, d'ignorer le début de l'histoire. Ils ne tiendront aucunement compte des intérêts français. Quant aux Allemands, vous vous doutez bien qu'ils n'allaient pas laisser Joliot en paix dans ses laboratoires parisiens. Les secrets atomiques préoccupaient évidemment les Allemands qui savaient que Frédéric Joliot était un grand spécialiste des questions nucléaires. Et pour cause, il avait déposé ses brevets sur l'énergie nucléaire en Allemagne. Les Allemands avaient dû aussi apprendre que 2 mois après la déclaration de guerre, le 30 octobre 1939, un pli cacheté avait été déposé dans les coffres de l'Académie des sciences. Le pli avait pour titre « Sur la possibilité de produire dans un milieu uranifère des réactions nucléaires en chaîne ». Ce pli, publié bien des années plus tard, et un autre qui ne sera jamais publié, lui, seront l'enjeu au cours des années de guerre d'une lutte entre services secrets. Les Allemands ont découvert un coffre vide. Joliot avait expédié les plis dans le Massif central, peut-être en même temps que le stock d'eau lourde à Riom. Mais comment savait-il presque tout sur les recherches atomiques françaises avant même de s'établir à Paris ? Un honorable correspondant faisait-il partie de l'équipe des physiciens français ? En fait, c'est la chance qui les a servis. À la fin juin 40, un hasard heureux va leur offrir une prise de guerre inattendue et on peut le dire extraordinaire. Lors de la capture d'un train à la Charité-sur-Loire, ils allaient saisir fortuitement presque tous les documents secrets sur les recherches atomiques françaises. Rien que ça vaudrait une émission. Du début à la fin de la guerre, les Allemands n'ont pas cessé de faire les plus grands efforts pour se procurer toutes les connaissances théoriques et les matières premières nécessaires aux recherches atomiques. Le 12 août 1940, Joliot n'est plus libre de ses allées et venues. Il doit se soumettre aux ordres de l'administration militaire allemande. Kurt Dibner, le responsable des recherches sur la bombe atomique allemande, va venir le voir dans le laboratoire de synthèse atomique. En aucun cas, des travaux pouvant intéresser la guerre ne pourraient être entrepris dans celui-ci, ni par les Français, ni par les Allemands, avait déclaré Joliot après la guerre. Même sous tutelle, le prix Nobel en fait est resté maître chez lui. Mais l'armée allemande et les SS ont accentué leur surveillance. Il a même été arrêté en novembre 40 à la suite des manifestations de soutien qui ont eu lieu dans les milieux universitaires pour protester contre l'arrestation de Paul Langevin. Joliot a été interpellé une seconde fois, le dimanche 29 juin 1941. On le soupçonnait de sympathie active avec les mouvements de résistance. On sait aujourd'hui que ce second interrogatoire a été conduit beaucoup plus rudement que le premier par un SS et Joliot a été bien obligé de donner des informations sur les physiciens français disparus. Gentner, pour tirer son ami Joliot des griffes des SS, a déclaré aux autorités allemandes que le laboratoire du Collège de France réalisait, je cite, « une mission secrète décisive pour la guerre ». La question qui se pose alors est de savoir si l'Allemand Gentner a menti réellement en déclarant que Joliot menait une mission secrète pour la guerre ou s'il a exprimé une certaine vérité. Au cours de l'année 41, les Allemands croyaient encore qu'ils pourraient faire la bombe en un temps relativement court. Mais
Au moment de la conférence qui a eu lieu au Kaiser Wilhelm Institut für Physik du 26 au 28 février 1942 à Berlin, et à laquelle ont participé tous les physiciens allemands engagés dans le projet de pile à uranium, eh bien tous allaient tirer la conclusion que la bombe viendrait trop tard. Ils faisaient à la fois une erreur de calcul et une erreur politique. En effet, il surestimait considérablement la masse critique nécessaire à la fabrication de la bombe à uranium-235. Les savants allemands croyaient tantôt qu'il faudrait 50 kg, tantôt 500 kg, tantôt 5 tonnes de matière critique pour faire une bombe, et en fait, ils n'ont jamais réussi à calculer exactement la masse critique. Ils n'ont jamais compris qu'une dizaine de kilos de matière fissile suffisait pour faire une bombe. Ils n'ont jamais maîtrisé la séparation de l'isotope 235. Plus grave encore pour eux, ils n'ont pas eu davantage connaissance de l'élément 94, le plutonium, que les Américains obtenaient non par purification, mais par transmutation de l'uranium-238. Je suis désolé pour la technicité de ce que je raconte, mais c'est très, très, très important tous ces détails. Leur échec dans la course à la bombe atomique a été un échec théorique et un échec industriel. À mesure que, dans le camp allemand, la perspective de leur propre bombe s'éloignait, le laboratoire parisien de Joliot est devenu pour eux moins intéressant. Les Alliés savaient, par leurs services de renseignement, que les recherches nucléaires n'avaient jamais cessé en Allemagne, mais qu'elles semblaient heureusement tourner plus vers l'énergie en fait que vers les engins explosifs. Quoique les Alliés aient été bien informés des recherches allemandes, ils n'ont quand même jamais été absolument certains que les physiciens allemands n'aient pas réussi à dissimuler une entreprise secrète. S'ils étaient capables de cacher, eux, leurs projets, les Américains, je parle, pourquoi les Allemands ne seraient-ils pas capables d'en faire autant ?